aussi ce que veut montrer ce livre, c'est que cette histoire collective se construit autour de regroupements qui sont comme des regroupements symboliques. Il y a 3 fois le chiffre 5 dans ce livre. Une première fois, quand je rappelle l'histoire d'un premier groupe qui, autour de Flaubert, de Zola, de Tourguenieff, a réuni les écrivains de la première génération. On est là au début des années 70. Et puis il y a une deuxième fois ce chiffre 5 au moment des soirées de Médan, en 1880, quand ils se réunissent tous, 5 plus 1, c'est-à-dire 6, en publiant le recueil des soirées de Médan. Et puis il y aura, 7 ans plus tard, en 1887, cet épisode au fond extraordinaire qui fait de l'histoire du mouvement naturaliste quelque chose d'exceptionnel. Il y aura cet épisode étonnant des disciples rebelles, de ceux qui se révoltent contre le maître, de ceux qui veulent déchirer ce à quoi ils croyaient. C'est l'histoire du Manifeste des Cinq, de Bonnetin et de ses compagnons. Ils sont pas très connus, ils s'appellent Descartes, Marguerite, Guiche et Rony, qui, au moment où La Terre est publiée en librairie, se révoltent contre ce naturalisme. On va y revenir dans quelques instants, si vous le voulez bien, mais pour revenir à ma fameuse thèse, je pense que les contemporains de Zola, en tous les cas, n'ont pas mesuré l'importance de l'écriture de Zola. En fait, tout ce qu'il pouvait apporter de nouveau, de riche dans son écriture, à savoir que c'est pas simplement l'histoire naturelle et sociale d'une famille sous le Second Empire, mais que c'est aussi une histoire intellectuelle. Et c'est tous les documents qu'il insère c'est tous les documents qu'il insère dans les Rougon-Macquart, à savoir les auteurs qu'il a lus, les extraits de journaux, les rumeurs, tout ça, ça fait des matériaux nouveaux qu'il intègre. Et j'ai l'impression que les auteurs qui l'ont côtoyé, qui l'ont lu aussi, n'ont pas perçu cet aspect nouveau, ou en tout cas, s'en sont pas servis. Par exemple, que ce soit Huysmans, que ce soit Maupassant, ils n'ont pas vu que dans l'écriture de Zola, c'était pas simplement l'aspect nouveau, l'aspect thématique nouveau qui était mis en avant, qui était moderne, mais c'était aussi son écriture. Et là, je pense qu'on ne souligne pas assez cet aspect. Ces auteurs, les contemporains de Zola, les journalistes, tous ceux qui l'ont lu, tous ceux qui ont démonté le naturalisme, n'ont pas vu cet aspect un peu nouveau de son écriture. Alors, est-ce qu'on pouvait le voir? C'est vrai que votre question est très importante. Est-ce qu'on pouvait le voir au XIXe siècle? Peut-être difficilement. Enfin, Zola est quand même quelqu'un qui fait des confidences sur sa méthode de travail, qui montre aux journalistes les documents sur lesquels il s'appuie, qui les invite quelquefois dans son fameux repère de Médan que j'évoquais à l'instant, en dévoilant ces dossiers préparatoires. Il les ouvre. Il y a une scène dans le livre d'ailleurs que je raconte où l'on voit, c'est en 1883, Zola face à un jeune critique qui s'appelle Louis Després. Il le reçoit à Médan et là ils ont une conversation qu'on connaît bien parce que différentes sources nous la rapportent, qui est tout à fait intéressante, qui est une conversation sur l'écriture. Ce Louis Després est un jeune homme, il est d'ailleurs malingre, il boite, il a une canne, enfin c'est quelqu'un qui aura un destin terrible. Je le raconte aussi, il mourra bientôt à la suite d'un emprisonnement, ce qui est quand même une histoire extraordinaire, écrivain naturaliste emprisonné et mourant parce qu'il a été emprisonné. Eh bien, ce jeune Louis Després est sans doute, à cette époque, l'un des rares confidents de Zola qui lui montre comment il travaille, ce que vous dites à l'instant, comment un roman est toujours la suite à la fois d'une construction architecturale, des plans successifs, et puis évidemment l'agrégat de documents extrêmement variés qui composent le texte. Cela, Zola le montre à Louis Després, mais il le montre aussi, et c'est peut-être aussi une chose sur laquelle je voudrais insister, il le montre à ses amis des soirées de Médan, et d'une certaine façon, l'histoire des soirées de Médan, c'est l'histoire d'une réflexion sur l'écriture, car tous autour de lui voient comment il travaille, il les encourage, et d'une certaine façon il a ce côté volontariste qui fait qu'il les encourage à constamment écrire. Il a cette phrase que je cite, c'est avec des œuvres que nous montrerons notre fécondité, et quand il les voit les uns et les autres en train de céder à la paresse, un Hénique ou un Huysmans par exemple, il les relance. Et il les relance, et qu'est-ce qu'il leur donne comme injonction? Celle que justement l'écriture peut passer par cette méthode documentaire, par cette accumulation des documents, et qu'en suivant cette méthode, ils y arriveront eux aussi. Et d'une certaine façon, l'espace de Médan qui les entoure est là pour montrer où est la table de travail, où sont les livres, où est la bibliothèque, et s'ils se retrouvent, c'est aussi pour
finalement arriver à écrire tous ensemble. Et le mythe de ce recueil des soirées de Médan, c'est de montrer qu'après tout, cette écriture collective est possible. Donc voilà, pour répondre à votre question, sans doute cette écriture documentaire est-elle assez peu perçue au XIXe siècle, parce qu'il est difficile de la montrer, mais une façon qu'on a eu de l'apercevoir, c'est justement cette publication du recueil des soirées de Médan. Alors juste encore un mot pour répondre à votre question, et pour dire qu'aujourd'hui, évidemment, elle nous intéresse de plus en plus. Évidemment, elle nous intéresse parce que, notamment, la Bibliothèque nationale a réussi à mettre en ligne sur le site Gallica les dossiers préparatoires de Zola. On peut aujourd'hui, en allant sur ce site de la Bibliothèque nationale, ouvrir au fond ces dossiers, lire l'écriture de Zola, qui est tout à fait déchiffrée, je veux dire, l'écriture de Zola, qui est tout à fait lisible, et se plonger, ce que ne faisaient pas les contemporains, dans ces fameux dossiers préparatoires. Et donc, et selon vous, différentes dates n'annoncent-elles pas déjà le manifeste des cinq et d'une certaine façon le déclin du naturalisme, avec en 1888, par exemple, la préface de Pierre et Jean, où Maupassant déclare que les réalistes ne sont que des illusionnistes? Alors c'est toute une histoire complexe que je raconte, bien sûr, que ce livre met en scène à travers leurs rencontres, leurs querelles ou leurs débats. La thèse que je voudrais défendre, justement, c'est cette thèse un peu nouvelle, sans doute, qui est au cœur de ce livre, c'est qu'en dépit des querelles, en dépit des moments de séparation, cette histoire se poursuit. Que, par exemple, la querelle du Manifeste des Cinq en 1887, au moment de la Terre, est sans doute un moment de rupture, mais c'est aussi un moment de constitution. Car cet anti-groupe de Médan qui proteste à ce moment-là, Bonnetin et les autres, eh bien, forme, et c'est ce qui est étonnant, on le voit tout de suite, un deuxième groupe. Et très vite, dans les années qui vont venir, eh bien, on se rendra compte que ces disciples seconds, si je puis dire, existent tout autant. Et par exemple, quand se développera, je crois, un théâtre tout à fait intéressant, naturaliste, il faut le dire, autour d'Antoine, ce grand metteur en scène de la fin du 19e, eh bien, on les verra tous rassemblés sur la même scène théâtrale, la scène d'Antoine. Donc, cette histoire, pour vous répondre, il faut en effet la décrire à travers leurs échanges, leurs querelles, leurs polémiques, mais c'est normal. Ils discutent et ils ne sont pas toujours d'accord sur tous les points, et surtout ils recherchent la meilleure esthétique, mais il faut aussi la raconter selon ces lignes de convergence. Et c'est ce que ce livre essaie de montrer, de ne pas réduire au fond l'histoire des soirées de Médan à un épisode éphémère de l'année 1880, mais montrer comment elle a irradié pour tous ces écrivains la fin du 19e et comment au fond elle est aussi à l'origine, en 1903 par exemple, de la naissance de l'Académie Goncourt, et comment tout cela va se poursuivre tout au long du XXe siècle. C'est pourquoi le livre s'achève, non pas en 1902 quand Zola meurt, mais en 1930, 50 ans après les soirées de Médan, dans un banquet que je décris, qui est le cinquantenaire des soirées de Médan, où le seul survivant de cette histoire, il s'appelle Léon Hénique, il a 80 ans, est toujours là, et on célèbre ce passé avec nostalgie, avec une certaine vision sur l'œuvre accomplie, et en même temps on montre bien que cette œuvre est toujours là, dans le souvenir de ceux qui essaient justement de transmettre un flambeau, une tradition. Mais il y a des dates en fait, il y a quand même des dates clés qui annoncent les points de rupture ou le déclin en dehors de la préface de Pierre et Jean. Bon, il y a 1880, l'année clé des soirées de Médan. Ensuite, vous avez 1884 à rebours. Et puis, le 1887, avec la publication de la Terre, donc, et puis le fameux Manifeste des Cinq. Donc, l'ensemble de ces dates, est-ce que c'est rupture par rupture? Est-ce que ça annonce? Est-ce que ça... Et bien justement, je résiste à votre idée de déclin. C'est là où nous ne sommes pas tout à fait d'accord. C'est que je n'ai vraiment pas l'impression d'un déclin. Je crois qu'il s'agit de débats, d'affrontements, de polémiques, mais que justement, tous montrent comment cette formule d'une littérature d'avant-garde, s'appuyant sur la science, s'appuyant sur les documents, cette volonté de construire un roman qui ne soit pas un roman de la personne se confessant, mais un roman sur le réel, sur les problèmes sociaux, sur au fond ces deux grands thèmes qu'ils auront tous traités, qui est à la fois le thème de la condition féminine et le thème de l'homme dans l'armée,
dans la caserne en particulier. Au fond, ce roman-là, eh bien, quelle que soit leur querelle, tous, ils le construisent année après année, et ça donnera cette tradition du roman réaliste, naturaliste, que défendra l'Académie Goncourt dans les premières années du XXe siècle. Donc moi, je ne parle pas de déclin, justement. Hein. Je montre comment, y compris dans ces querelles, ils trouvent des forces pour se poursuivre et pour, en tout cas, transmettre le flambeau. Je regarde une seconde ce que j'ai dit. C'est vraiment l'idée du livre, hein, c'est-à-dire raconter sur presque un siècle d'histoire littéraire une aventure collective, en partant du thème d'un groupe de copains, au fond, pour dire les choses très simplement, et voir comment aussi, dans leurs souvenirs, cette aventure va compter. Car ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que les ruptures auront eu lieu, et notamment la grande rupture, quand même, à la fin du 19e, celle de l'affaire Dreyfus, car il faut en dire une de rupture. Vous évoquiez celle du Manifeste des Cinq, 1887. Peut-être qu'on peut dire que la pire des ruptures, c'est le moment où plusieurs des disciples de Zola, notamment Séard et Hénique, et même Huysmans évidemment, vont se retourner contre lui violemment au moment de l'affaire Dreyfus. Il y a là une coupure qui est terrible. Il pourrait le suivre, il pourrait applaudir à J'accuse. Non, il se retourne contre lui. Ça, c'est une terrible rupture. Ils n'assisteront pas d'ailleurs à l'enterrement de Zola, quand Zola, en 1902, meurt brutalement.